Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le ministre d'État, ministre ivoirien de la Défense, Ahmed Bakayoko, fait l'objet d'une grave accusation de trafic de drogue. Le site Vice a publié une série d'articles dans laquelle les auteurs accusent Ahmed Bakayoko d'être un grand trafiquant de cocaïne. Le ministre Ahmed Bakayoko a annoncé lundi 8 juin qu'il allait porter plainte contre les auteurs d'une série d'articles l'impliquant dans le trafic de drogue en Côte d'Ivoire. Le président Banda Kani pense qu'il faut prendre très au sérieux toutes ces accusations portées contre le ministre Ahmed Bakayoko. Écoutons maintenant le décryptage de cette situation par le président Banda Kani. Écoutons. Président Banda Kani, voilà, président du nouveau mouvement populaire. Merci d'être sur ce plateau avec nous. Peut-être pour ne pas rapidement y aller, on ne saurait ne pas vous prendre un mot sur Pierre Nkurunziza. L'homme s'en est allé. C'était mardi. Le gouvernement a annoncé que Pierre Nkurunziza avait tiré sa révérence après une chute, une attaque dans la nuit de samedi à dimanche. Et voilà, mardi finalement. La nouvelle est tombée comme un coup de massue sur la galaxie panafricaniste. Pierre Nkurunziza a tiré sa révérence. Oui, c'est un coup de massue, vous le dites bien, Guy Fondop. Je vous attends d'abord mes salutations panafricanistes. Je salue mes co-panélistes et je salue les techniciens, sans qui nous ne pouvons pas travailler dans de meilleures conditions. Je salue toute la communauté panafricaniste du monde entier qui est scotchée et qui fait l'honneur de nous écouter. Donc pour revenir à votre question, effectivement, ça a été brutal, ça a été brusque. Nous nous attendions à avoir encore parmi nous pour longtemps celui qui était devenu un sage dans son pays et qui avait été consacré comme tel même par les instances politiques de son pays. C'est quelqu'un, ce grand homme, ce grand panafricaniste, ce grand monsieur qui est désormais entré dans l'histoire, a déjoué toutes les conjectures, n'est-ce pas, disant qu'il veut s'éterniser au pouvoir. On a sali toutes ces actions qu'il a menées. Évidemment, les réseaux impérialistes occidentaux ont tout fait pour dénigrer tout ce qu'il faisait, comme d'habitude pour que son patriotisme africain ne serve pas d'exemple. On a sali, on a tout dit. Mais quand c'est comme ça, nous savons que c'est un grand homme. Il a aimé son pays, il a consacré toute sa vie à son pays. Il a défié les forces impérialistes qui avaient décidé de faire du Burundi un pays enfant, comme on dit, un pays enfant. C'est-à-dire une variable du jeu politique international. Grâce au président Nkurunziza, le Burundi est sorti, n'est-ce pas, de cet étau pour devenir une vraie nation souveraine. C'est le seul président qui a mis en œuvre la résolution que la conférence des chefs d'État ont pris lors du fameux sommet de l'Union africaine, je crois, en 2015, concernant la CPI. Il n'a pas attendu. Premier pays africain à avoir osé faire ça, il a sorti son pays de cette escroquerie juridique internationale. Il a quitté son pays. Il a refusé d'être un pays marionnette pour déstabiliser la RDC. Vous savez qu'il a été un grand soutien du président Kabila. Il a été très fidèle parce qu'il a dit: mon pays ne va pas jouer le jeu de cette géopolitique des Grands Lacs qui consiste à utiliser les petits pays qui sont autour de la RDC pour maintenir cette vieille politique mise en place depuis Léopold II et depuis la fameuse conférence de Berlin. Il a dit niet. Il a libéré son pays d'une grande dépendance à l'égard de la France à travers une vieille dette. Il a posé des actes extraordinaires et à chaque fois que son pays a voulu être infantilisé par les organisations internationales, il a été ferme et quand il fallait, il est chassé de son pays. Donc on a quelqu'un qui a montré qu'il est possible de défendre son pays et ne pas mourir. On a quelqu'un qui a démontré qu'on peut dire non à ces gens et tenir, même si on est un petit pays. Cet exemple-là, cette leçon de patriotisme africain, cette grandeur politique, c'est ce que nous retenons de ce monsieur. En plus maintenant, il a simplifié aussi la fonction de chef d'État. C'était le président qui allait s'asseoir dans les quartiers, un peu comme le président Gbagbo en son temps. C'est le monsieur qui jouait au football avec ses ministres. C'est le monsieur qui allait s'asseoir dans une maison et causer avec tout le monde, tout en étant président. Donc, ce style Nkurunziza est une marque dont nous devons être fiers. Vraiment, nous on s'attendait, nous on aurait souhaité que ça n'arrive pas, parce qu'il avait encore beaucoup à donner. De par son expérience et de par son charisme, il avait encore beaucoup à donner comme protection, n'est-ce pas, à son successeur, qui avait besoin, c'était pas mauvais pour son pays et son successeur d'avoir un père, un parrain qui, n'est-ce pas, décrypte, n'est-ce pas, les tourbillons du jeu politique international et tienne la main. Il est parti, tout a surpris, mais c'est la loi de la vie. Nous sommes moins tristes parce que s'il était mort avant,
Ça aurait été grave. Les Occidentaux auraient réussi leur projet. Mais Dieu merci, il est parti justement après avoir terminé sa mission. Quelques jours après que son successeur ait prêté serment, il est parti. Ça veut dire qu'il y a une dimension même mystique, au sens noble du mot, à son départ. Ça nous rassure parce que s'il était parti avant, on aurait dit que c'est un coup de poignard du destin. Mais il est parti après avoir accompli sa mission. On peut dire que vraiment, là, ce n'est pas un coup de poignard, ça s'inscrit dans une chronologie du destin que nous estimons, n'est-ce pas, que nous croyons, n'est-ce pas, qui continuera à être bénéfique pour le Burundi. Nous souhaitons bon rétablissement à son épouse, qui est aussi malade, qui est aussi en une situation sanitaire difficile. Nos prières vont vers elle. Il faut que le maître de la vie, qui est le Dieu Tout-Puissant, permette, n'est-ce pas, à son épouse, au moins elle, de rester, pour continuer à témoigner de sa mémoire directement. Donc vraiment, c'est une occasion pour nous de rendre hommage à ce grand panafricaniste. Et moi, je le fais beaucoup d'émotion parce que Guy Fondop, ça n'a pas été facile. À une époque où l'Occident diabolisait Nkurunziza, on a entonné un cas dans le monde entier en général et en Afrique en particulier pour diaboliser ce monsieur. Ça a été très dur. Mais nous, les panafricanistes, nous sommes restés à ses côtés. Nous avons défendu le Burundi, défendu son président et on a vu ce qu'il a apporté à son peuple. On a vu la vérité a fini par triompher. Comme on dit, chapeau, n'est-ce pas, l'homme de combat, chapeau l'artiste politique. Et nous tenons aux côtés des Burundais en ce moment-ci pour leur dire, l'Afrique est avec vous, les panafricanistes sont avec vous, Afrique Média est à vos côtés. Merci à vous, Président Bardakadi, d'être sur ce plateau. Et Bertrand Tatinda, vous êtes là, installé. Alors, on a cité ces trois témoignages qui introduisent Ahmed Bakayoko dans ce dossier sur la drogue en Afrique de l'Ouest. Il y a le témoignage de cette personne homosexuelle présentée comme étant un ex de Ahmed Bakayoko. Il y a également à côté les services américains, la représentation diplomatique des États-Unis qui se serait exprimée de façon clandestine via un de ses plus hauts représentants. On a également un élément des services français qui aurait été interrogé. Alors, est-ce que ces trois piliers vous semblent suffisants aujourd'hui pour inculper ou alors pour soutenir ces accusations contre Ahmed Bakayoko? Déjà, bonjour, M. Guy Fondop. Très content de m'avoir invité. Bonjour aussi à ces milliards de téléspectateurs qui nous suivent. Monsieur Guy Fondop, les gens ne se sont pas suffisamment interrogés sur le rôle de M. Ahmed Bakayoko pendant la rébellion et pendant la période dure en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko est journaliste. Ça veut dire quoi, journaliste? Dans mon pays, le Cameroun, vous avez des gens qui ont assumé la sécession en fait ambazonienne en se couvrant du titre de journaliste. Il y a des plus grands mafieux dans ce pays qu'on appelle les journalistes. Cameroun, au point où c'est plus devenu, comment je vais dire, que un métier noble, un métier enviable. Première des choses. Deuxième des choses, on n'a pas suffisamment fait une étude sur l'origine de la citoyenneté de ceux, des combattants de la rébellion. Ils venaient d'où? Troisième des choses, M. Guy Fondop, l'émergence de M. Ahmed Bakayoko en 2017. Comment il émerge? C'est Guillaume Soro qui impose M. Ahmed Bakayoko, en fait, après les accords de Marcoussis. Il est ministre de la Communication. Mais il émerge après 2017, après des multiples mutineries au sein, comment je vais dire, que de ce que la Côte d'Ivoire appelle une armée. Il y a eu des multiples mutineries. Que va faire le président Ouattara? Il va arbitrer uniquement au profit de M. Ahmed Bakayoko. Que demandaient ses enfants? C'est-à-dire que donc je parle de l'origine de la citoyenneté. Beaucoup dans cette rébellion venaient du Libéria, de la Sierra Leone, de la Guinée-Conakry, du Burkina, du Mali, même du Nigeria et de la Gambie. Or, ces pays étaient des pays qui n'avaient pas de stabilité. C'est-à-dire où un certain nombre de trafics de diamants, d'êtres humains, d'enfants soldats, de drogue, comment ça ne pouvait pas contaminer la Côte d'Ivoire? Et il fallait justement quelqu'un qui a le pouvoir politique, le pouvoir sur les hommes. Parce que pour transformer un enfant de 14 ans, 15 ans, 16 ans, à une machine à tuer sans vergogne, il faut qu'il consomme un peu de drogue. Il faut qu'il en vende. Il faut qu'on le paye même avec la drogue. La drogue, c'est une marchandise, je veux dire que dans ce que j'appelle la vie du crime, la drogue, c'est une valeur refuge.
On paye en drogue. Je vous paye avec de la coke. Quitte à vous de revendre. Les narco-États fonctionnent comme ça. Donc quand le président Ouattara va arbitrer, il fera de la Côte d'Ivoire, de Ahmed Bakayoko, le seul homme fort. Les gens n'ont pas compris qu'en 2017, pour moi, Bakayoko était déjà l'homme fort de Côte d'Ivoire. Il aurait pu faire même un coup d'État, M. Ahmed Bakayoko. M. Fondop, il pouvait faire une note, une fiche, même sur le Premier ministre, et le transmettre directement au président, sans passer par quelqu'un. On va faire arrêter Soul to Soul, on va isoler M. Guillaume Soro, et on va donner tous les pouvoirs à M. Ahmed Bakayoko. C'était déjà le numéro 2. Quand les mafias colombiennes, les cartels, ils regardent aussi un peu les informations, et ils regardent le monde. Et quand souvent la situation est compliquée en Amérique du Sud, parce que Washington, il met quand même de la pression. Washington, par ses troupes spéciales, des États comme l'État officiel de Colombie, eh bien ils se disent que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut essayer en quelque sorte de sortir la marchandise d'ici et de la faire transiter ailleurs. Mais ces États-là, ces cartels-là ont non seulement des moyens colossaux, mais surtout ont besoin de 2 types de contacts, M. Guy Fondop. Ils ont besoin de domestiquer les polices, les forces de sécurité d'un pays et les gestionnaires de ports. Il est difficile de faire transiter la cocaïne dans un conteneur par fret, par avion. Généralement, c'est par bateau. Troisième des choses, comment on va recycler les comzones? J'ai suivi une émission, paix à son âme, je ne prononce pas son nom, un colonel-major. On va lui expliquer que, mais comment vous êtes aussi riche? Vous avez autant de voitures de luxe. Vous savez la réponse qu'il va donner? Ben, vous savez, moi j'achète les voitures aux États-Unis, en Amérique du Sud, et puis je revends. Colonel-major, il officialisait véritablement le banditisme au sein des forces armées de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on peut être officier, appelons ça comme ça, et comment je vais dire que trafiquant. Et quand vous commandez vos voitures d'Amérique du Sud, est-ce que vous avez un registre de commerce et une entreprise légalement constituée qui peut véritablement faire des déclarations fiscales et qui peut véritablement montrer ce qu'elle gagne? Ou bien vous utilisez votre titre de colonel-major véritablement pour l'importer. Et quand on l'importe, on vous rétribue par cette position forte. Qui contrôle la voiture quand elle arrive? Qui contrôle la voiture? Dans la voiture, on ne peut pas bourrer la voiture de poudre. C'est-à-dire que j'importe ma voiture, mais dans la voiture, il ne peut pas avoir de poudre. Voilà le problème. Voilà le problème. Ça fait donc qu'on va domestiquer ceux qui vont gérer les ports. On va domestiquer en quelque sorte ceux qui vont gérer la police. Sauf que dans cette enquête, il y a quelque chose qui me gêne. Elle ne parle pas suffisamment des connexions en Europe. Et vous ne pouvez pas parler de la Côte d'Ivoire sans faire en quelque sorte un parallèle avec la situation politique en France et l'avènement des hommes politiques en France. Vous avez 2 personnes qui vont jouer un rôle majeur dans ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, un rôle majeur dans ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, le Premier ministre, le président Jacques Chirac et M. Nicolas Sarkozy. M. Nicolas Sarkozy va émerger en France à partir de 2 trahisons. C'est-à-dire que la première trahison à Jacques Chirac pour Edouard Balladur. Or, à cette époque, Edouard Balladur décide d'aller à l'élection présidentielle. Comment M. Edouard Balladur finance sa campagne électorale? Il finance sa campagne électorale, M. Guy Fondop, à partir de détournements de deniers publics et des rétrocommissions qu'ils se partagent dans un dossier qu'ils ont avec les services secrets pakistanais. Les services secrets pakistanais, véritablement, vont se venger de cette histoire et vont assassiner 2 Français. Le juge Bruguer, la France va nommer un juge dans cette histoire, le juge Bruguer, pour faire la lumière de cette histoire. Vous savez ce qu'il va vouloir faire? Il va orienter l'affaire en expliquant que c'est Al-Qaïda. Faux! Quand il prendra sa retraite, d'autres juges d'instruction vont venir sur l'affaire. Il est démontré aujourd'hui. D'ailleurs, M. Edouard Balladur a été mis en examen dans cette affaire, il sera jugé. M. Nicolas Bazir, qui était son directeur de cabinet, a été mis en examen dans cette affaire. Voilà. Et M. Nicolas Sarkozy était le ministre du budget. Et M. Nicolas Edouard Balladur était son parrain. Quand on évolue dans une histoire comme ça, on est vertueux. Il va revenir aux affaires comme ministre de l'Intérieur parce que Jacques Chirac lui-même, englué dans les affaires de la mairie de Paris, affaibli sur le plan politique, va décider de refaire appel à M. Nicolas Sarkozy. M. Nicolas Sarkozy va jouer sur son compte. Il va entretenir ses réseaux.
il va recruter. Et la personne fondamentale qu'il recrute, en quelque sorte pour gérer la crapulerie en Afrique, c'est M. Bourgi. Il recrute M. Bourgi. Parce que M. De Villepin explique à M. Bourgi, excusez-moi, je ne peux pas travailler avec vous. Voilà comment M. Bourgi va être un agent de liaison de ses affaires. Donc quand vous parlez, vous voyez l'avènement de comment je vais dire que des choses, comment elles ont évolué sur le plan politique en France. Vous faites un parallèle avec la Côte d'Ivoire, vous comprenez comment on a pu parrainer ces gens. Dernière des choses, en France, vous avez ce qu'on appelle les capitaines d'industrie. Je vais vous donner le nom d'un capitaine d'industrie. Monsieur Bernard Arnault, directeur général de LVMH. Première fortune de France. Première fortune de France. Sauf que ce monsieur-là doit cette fortune grâce à l'État. Grâce à l'État qui décide en fait d'arbitrer en sa faveur pour récupérer une entreprise, 3 entreprises publiques. C'est-à-dire qu'un grand groupe, c'est-à-dire Conforama, Carrefour et en fait un certain nombre Dior, on arbitre en sa faveur. Mais ces grands capitaines d'industrie sont aussi les détenteurs de grands quotidiens de beaucoup d'influence en Europe. Ce sont aussi ceux qui vont véritablement mettre M. Nicolas Sarkozy aux affaires. Et ils sont en connexion avec, en Côte d'Ivoire, un lobby dont on ne parle pas beaucoup. Le lobby qu'on appelle les Franco-Libanais. Rien qu'en Côte d'Ivoire, c'est 40% du chiffre d'affaires en Côte d'Ivoire détenu par les Franco-Libanais qui généralement travaillent en connexion avec ces grands patrons d'industrie dans une démocratie. Je prends un exemple simple. Monsieur Arnault est propriétaire des Échos, le plus grand journal financier en France. Vous savez qui est son directeur? Son sous-directeur à LVMH, c'est monsieur Nicolas Bazir qui va assumer la crapulerie de monsieur Nicolas Sarkozy. Vous ne voyez pas que c'est des gangs politiques en Europe, des gangs financiers dans des relations incestueuses qui vont pousser un type de personnage en Côte d'Ivoire qu'on va installer au pouvoir. Pourquoi fait-on un coup d'État à monsieur Gbagbo à peine 1 an, 18 mois après qu'il soit arrivé au pouvoir? C'est tout simplement parce que la gestion pour moi de 1993 et 1994 de M. Alassane Ouattara, M. Gbagbo commence à avoir un certain type de dossier. Parce qu'il va liquider la Côte d'Ivoire. Il va liquider la Côte d'Ivoire au profit de ce que je vous appelle les Français libanais, les Franco-libanais. Et à partir de là, on se rend donc compte, le président Gbagbo se rend compte, 1 an et demi à peine qu'il soit arrivé au pouvoir, que il faut faire partie le président Gbagbo. Et on met donc une kyrielle de personnages. Quand je vous cite donc tous ces noms que j'ai donnés, ils peuvent entretenir véritablement des gens vertueux. Je vous dirai autre chose sur M. Ahmed Bakayoko. Parce qu'au sein du RHDP, on n'admet pas que M. Bakayoko puisse conduire les troupes au sein du RHDP. Donc, vous voyez donc que l'enquête, la suite de l'enquête pour nous sera relativement intéressante sur le volet européen. Sur le volet européen. Parce qu'on se rapproche de la campagne présidentielle en France, ça va nous intéresser aussi. Et on va voir si M. Macron assume ça, si M. Macron est dans cette histoire. Mais souvent en France, ils se tiennent. C'est-à-dire que les hommes politiques en France s'assument. M. Macron est issu de la même mamelle. Et en fait, des mêmes puissants qui ont porté M. Nicolas Sarkozy au pouvoir. Merci à vous. Alors, il faut rappeler que l'enquête de Vice Media a été menée en 2018. Les conclusions sont en train d'être publiées en 2020. Cela voudrait dire qu'il y a quand même eu 2 années qui sont passées. Alors pourquoi maintenant, Président Bandakani, est-ce qu'on va donc dire finalement que ces révélations sur Ahmed Bakayoko finalement ne pourraient être l'œuvre ni du RHDP ni d'Alassane Ouattara lui-même dans une démarche en solo contre Ahmed Bakayoko, mais qu'il s'agirait plutôt du système international, de la mafia internationale qui a décidé de briser le RHDP et Ahmed Bakayoko au profit peut-être de Laurent Gbagbo ou bien de d'autres candidats qui vont émerger. Permettez-moi d'abord de retourner la politesse à mon frère Dr Yaïbé. Quand vous avez un frère qui vous interpelle à Mondovision, c'est le fait que vous ne l'avez pas appelé au téléphone, vous avez l'obligation de lui répondre. Mon frère, je m'excuse, docteur Yaïbé, je vais t'appeler. J'ai partagé des moments extraordinaires avec mon frère dans quelques pays africains lors de nos consultations dans le cadre d'Afrique Média, n'est-ce pas, de haut niveau. Et depuis, j'ai oublié d'appeler mon frère. Donc vraiment, c'est par amour qui m'interpelle à Mondovision. Je te rassure, mon frère, je vais t'appeler. Nous sommes les Africains, je vais t'appeler. Mon chef, ceux qui m'ont précédé ont mis le débat très haut, et ce n'est pas le fait du hasard.
On est parti depuis le docteur Youm qui est à Yaoundé, en passant par l'autre patriarche Bilo Aïssi, en passant par le docteur Yaïbé, et Bertrand Tassinda, et mon frère le docteur Yam. Regardez la trame de la succession des arguments. Ce n'est pas le fait du hasard. C'est-à-dire ce plateau, c'est un plateau, ce n'est pas le fait du hasard. Je suis désolé pour mon ami, le docteur Yaïbé, c'est tellement que ce n'est pas ce que vous l'avez dit. On est dans la géopolitique. De haut niveau. En plein. De haut niveau. La succession des arguments vous introduit à un niveau très élevé et moi, je suis obligé de rester là-bas. En plein. C'est clair. Vous m'avez posé la question. Le procès de qui est-on en train de faire à travers Bakayoko? Mais c'est le procès de la communauté internationale autoproclamée. Oui. Mon cher Fodor, c'est le procès du monde tel qu'il a été organisé jusqu'à présent. C'est le procès là qu'on est en train de faire. C'est ce monde-là qui a placé, par les voix que le docteur Yam a qualifié merveilleusement, mafieux, mais criminel. J'ai appelé ça ici la criminocratie internationale. Les gens n'ont pas compris où j'allais. La criminocratie internationale. Ce sont ces criminels qui ont placé, n'est-ce pas, le président Ouattara au pouvoir, par les voies que nous connaissons. Des voies abjectes. J'ai toujours appelé ça l'abjection suprême. Le docteur Yam, qui est un grand philosophe, comprend ce qu'on appelle l'abjection suprême. Il sait ce que ça veut dire. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Dans le procès de M. Bakayoko, monsieur le Premier ministre par intérim, c'est le procès de tous ceux qui l'ont placé au pouvoir. Ce gang qui l'a placé au pouvoir, c'était le système international. Mais d'où est-ce qu'il prend son essor? Là, on est obligé de partir très loin, mon cher Fondop. Depuis les années 1700, c'est tenu en Bavière, c'est en Allemagne la Bavière, la conférence des Illuminatis, la Kabbale avec C, différent de la Kabbale avec K. Cette conférence a jeté les bases du projet Illuminati qui est en train de culminer avec ce qu'on appelait le nouvel ordre mondial. Quels sont les hommes politiques qui pendant longtemps ont dit personne ne va s'opposer à l'avènement du nouvel ordre mondial? Nous allons réussir par tous les moyens. Vous avez Sarkozy, vous avez en fait tous ceux qui sont les parrains du régime d'Abidjan. Tony Blair, tout ce que vous voulez, David Cameron, tous ces gens-là, Obama, tous ces gens-là, ce sont eux, Sarkozy, Macron, tous ces gens, ce sont eux qui sont les parrains de ceux qui sont placés dans le pouvoir. Et comment les Illuminati fonctionnent? Quelle est leur base? Je voulais le dire aux gens. Ils ont organisé 2 guerres mondiales. 2 guerres mondiales. Les documents existent. Les documents sont désormais là, existent. Comment ça a été planifié? 2 guerres mondiales pour établir leur hégémonie. Donc, les lois fondamentales de leur hégémonie, c'est quoi? C'est un. Au-delà de la charte de l'impérialisme que tout le monde connaît ici, de manière dans la gestion des hommes, dans la sélection de ceux qu'on va mettre devant, dans la cooptation des élites mondialisées qu'on va placer à les lieux stratégiques, soit la tête des États, soit la tête des institutions internationales, et tout ce que vous voulez, la première loi, c'est que tu dois trahir ton pays. C'est la trahison de ton pays. Tu dois trahir ton pays. Deuxième loi, tu dois trahir même ton frère. C'est-à-dire, tu trahis, tu dois trahir ton frère. Donc, ce sont des lois diaboliques. Ne continuons pas les mots. Ce sont des lois diaboliques qui gouvernent la cooptation des élites. Ça, c'est au niveau de la sélection des êtres humains. Maintenant, les lois structurelles, c'est-à-dire les lois qui permettent de produire les matrices gouvernementales, les matrices à travers lesquelles on gouverne, sont des lois criminelles. Ça veut dire quoi? Vous ne comprenez rien à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Si vous faites de ça un procès ivoiro-ivoirien, vous n'avez rien compris. Et je salue l'analyse de Bertrand Tassinda et ceux qui m'ont précédé, qui ont montré qu'on n'a pas affaire à une c'est pas une affaire ivoiro-ivoirienne. C'est une affaire que ceux qui dirigent le monde sont en train d'être jugés. Jugés. Alors comment ça se passe? L'arrivée au pouvoir du président Ouattara participe d'une très vieille dynamique qui a commencé depuis les années 60, même les années 50, les gens ne le savent pas. Ça s'appelle l'assassinat économique, l'assassinat financier. Il y a des documents qui existent où il y a des anciens assassins financiers, c'est-à-dire des gens qui ont pour mission de déstabiliser des pays, d'organiser la cooptation, c'est-à-dire le braquage des ressources des nations, par des techniques très sophistiquées qu'on appelle développement économique, qu'on appelle croissance économique et industrielle. C'est-à-dire que vous entendez, on vous dit par exemple qu'on va électrifier une nation.
on va électrifier un pays. Je vais vous parler de technique américaine, de la CIA. On va électrifier un pays avec de grands projets. On va construire des villes qui vont naître de zéro pour devenir des villes. On va faire passer un pays du Moyen-Âge à l'âge industriel. Toutes ces choses-là, ces techniques-là sont des techniques de blanchiment d'argent et de ruine des nations. Et pour ça, on a tué les patriotes, tué les présidents qui se sont opposés à ça. On a installé la prostitution dans des nations. On a diffusé dans la culture de la cocaïne dans des pays. On a détruit la fibre morale de toutes les nations. Je vous parle des Illuminatis. C'est ça leur technique, c'est leur technique. Donc, avant la Côte d'Ivoire, dites-moi, il s'est passé quoi au Guatemala? Il s'est passé quoi au Panama? Il s'est passé quoi dans tous les pays d'Amérique latine? En Colombie, merci. Il s'est passé quoi là-bas? Il s'est passé quoi en Indonésie pour qu'on liquide Sukarno, ce grand leader tiers-mondiste que tout le monde connaît? Ce sont les mêmes scénarios qu'on a recyclés et qui ont été mis en pratique à Abidjan pour mettre au pouvoir le président Ouattara. Et donc, avec la manœuvre actuelle, on a l'impression... Je vous relance uniquement dans le même sens pour que nous puissions rester dans le débat, je veux dire profondément dans le débat. Est-ce qu'on va donc dire ici finalement que ce grand conglomérat international qui utilise la drogue en toile de fond a décidé de ne pas continuer avec le RHDP et que cette manœuvre est une manœuvre qui vise en réalité à déposer le clan RHDP au profit d'un autre clan qui viendrait au pouvoir? C'est une grille d'analyse qui est fondée, qui est juste, mais qui peut être la face visible de l'iceberg. Moi, je veux faire sortir la face invisible de l'iceberg. Vous avez raison. Pourquoi je voulais dire ça? Tout ce que j'ai dit là, c'est pour arriver à quoi? Vous ne parlez pas de la drogue dans le monde sans parler de la CIA. Le vrai parrain mondial de la drogue, c'est la CIA. Mon cher, dans cette affaire, qui a parrainé les enquêtes? Vous le savez, c'est l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. C'est l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Et avec la complicité de la police ivoirienne. Dites-moi comment la police ivoirienne est impliquée dans une enquête et on a abouti au lynchage mondial. C'est même pas un lynchage. On a abouti à l'exposition mondiale de monsieur le ministre, premier ministre par intérim. On expose tout ce qu'il faisait en cachette et que tout le monde savait. C'est comment ça? Et ce n'est pas une affaire même que monsieur le président Ouattara le contrôle même plus, c'est même plus à son niveau. Tout à l'heure, on vous a dit qu'il y a la figure du président Barbeau qui plane derrière tout ça. Mais c'est là où moi je vais arriver. Arrêtons de faire croire aux gens que... Parce que quand on dit que... C'est-à-dire que... J'ai entendu le documentaire, on dit... Les États-Unis ne jouent pas avec la fête de l'argent. Ils sont très sévères. Mais si vous arrêtez à ça, mais vous êtes en train de raconter des histoires. Le parrain du trafic mondial de drogue s'appelle CIA. Le vrai débat est pourquoi actuellement la CIA décide de liquider un de ses directeurs des opérations, c'est-à-dire le premier ministre par intérim, ministre d'État Bakayoko. Il ne s'agit pas seulement d'une distribution des cartes à l'affaire Guy. Pourquoi? Si on continue à dire ça, c'est comme si on me dit que on accepte que le monde appartient à ces gens. Ça veut dire qu'ils ont fait même bas sur le monde et nous on confesse que le monde les appartient à vitam aeternam. Donc le monde les appartient. Nous devons comprendre. C'est dû introduire en géopolitique, mais moi j'ai souvent dit qu'il n'y a pas de géopolitique sans géospiritualité. Le monde n'appartient pas aux Illuminatis. Il s'est dominé le monde pour quelques années, ça passe, mais ça ne appartient pas. Il arrive, mon cher Fodop, dans l'histoire, que les puissants d'un moment perdent tous les malais de contrôle de ce qu'ils ont établi. C'est dans cette période qu'on se trouve. Et tous les régimes, tous les systèmes qui ont basé leur principe de gouvernement sur le crime, le vol, l'égorgement, la destruction des nations, leur saison est terminée. C'est comme ça qu'il faut analyser ça. C'est comme ça qu'il faut comprendre la sortie du président Barbeau de la CPI de manière victorieuse. Ce n'est pas un don de Mme Bensouda. La CPI a été obligée, par les combats qui ont été menés et par la main divine, que c'est terminé. C'est ce qui est en train d'agir. Pour que vous compreniez bien, qu'on soit concret, et dans votre débat, tout à l'heure, il vous a dit, dans quel pays est l'élection en 2020? Les États-Unis. Et tout ça, c'est par hasard que tout ceci arrive sous la présidence de M. Trump. Pourquoi que c'est par hasard? Vous avez oublié les conflits qui opposent M. Trump avec les services secrets américains, dont la CIA et le FBI. Vous oubliez? M. Trump, depuis qu'il est président, il est en guerre avec le FBI et la CIA. Ce ne sont pas les services secrets américains. Il y a beaucoup d'autres services secrets américains qu'on ne connaît pas. Mais le service qui est le plus centré sur l'extérieur s'appelle CIA. Et un des moyens de financement des opérations spéciales de la CIA, c'est la drogue. Je suis à Mondo Vision. Je peux
Je démontre ce que j'ai dit. Ce que je dis est grave. Je l'assume, je démontre. Donc, c'est la CIA. Donc, depuis que Trump est arrivé, il liquide tout ça. Et on le sait, il dit qu'aux États-Unis, depuis que Trump est au pouvoir, il y a au moins 40 000 arrestations de hautes personnalités. Quand vous voyez M. Obama en prison, en train de marcher, il dit qu'il aime les Noirs, il découvre les Noirs aujourd'hui. Quand vous le voyez en train de marcher là avec sa famille, ce n'est pas le fait du hasard. Lui-même, il est menacé par un scandale qui arrive bientôt, Obama scandale, Trump est en train de susciter ça. Ils ne sont pas dans la rue par hasard. Donc, ces batailles-là impliquent les batailles électorales qui arrivent aux États-Unis. Et vous êtes en train de voir comment tout ça est en train de se passer de manière à ce que il y a, voyez ce qui est en train de se passer, voyez les agencements des choses, voyez ce qui est en train de se passer. On dit combat non au racisme, mais c'est pour tromper les enfants. Voyez ce qu'il y a derrière. On veut renverser Trump. Pourquoi? Parce que depuis que Trump est au pouvoir, son arrivée au pouvoir ne coïncidait pas avec les agendas des maîtres du monde depuis bientôt 500 ans. Ça ne coïncidait pas. Voilà pourquoi vous voyez le trafic de drogue est chamboulé. Bien sûr, Gbagbo, ce n'est pas le fait du hasard. Et ce n'est pas le fait du hasard si c'est sous le président Trump que Gbagbo sort tranquillement de la CPI. Alors, je vous dis, voyez, Trump et la CPI, c'est l'eau et le feu actuellement. Et qui côté la CPI? La France et l'Union européenne. Comme par hasard. Il n'y a pas du fait du hasard. Donc, ce qui se passe là, c'est que les gens là, cette oligarchie mondiale, qui a construit sa domination sur des bases criminelles de liquidation de l'humanité, est en train de tomber. Et Bakayoko est le symbole parfait donc pour revenir à votre histoire. C'est un petit débat de parler ici que bon, c'est la guerre de succession. Tout le monde sait que c'est la guerre de succession. Mais là où c'est grave, c'est que le camp de Ngon Coulibaly, c'est le Premier ministre, et tout ce qui gravite autour de lui, et qui espère que bon, sa mise à l'écart par sa maladie, monsieur le Premier ministre par intérim commande tout ça. Il commande tout ça. La question fondamentale est celle-ci, mon cher Fodop. Le président du pays, est-il au courant, oui ou non? Alors, la question est posée tout à l'heure. Et si le président Alassane, et si le président, et justement, on va y revenir en deuxième partie. Oui, vous pouvez répondre, mais nous y reviendrons quand même en deuxième partie du débat. Certains analystes, avant vous, en semaine, ont conclu que le président Ouattara lui-même ne peut, au plan politique, se permettre une mise à l'écart de cette façon d'Ahmed Bakayoko, vu que c'est une figure importante du régime, et que reconnu coupable de trafic de drogue reviendrait à reconnaître le RHDP comme étant une formation politique qui a eu recours à cela. Ce n'est pas faux, Guy Fondop. Rassurez-vous, je respecte, c'est vous le patron du plateau. Vous avez dit à la deuxième partie, on répondra à ça. Je diffère ça à la deuxième partie. Donc, j'étais en train de dire ceci, que la Côte d'Ivoire, l'État ivoirien, qu'on ne le veuille pas, ce rapport dans lequel nous dit quoi, que c'est un narco-État, ce n'est pas nous qui le disons. C'est l'enquête qui le dit. Et ce sont les parrains du régime qui le disent. Rappelez-vous qu'avant, il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, l'Union européenne a fait une enquête en Côte d'Ivoire. Et l'enquête, à la fin, on a dit, régime hyper corrompu. Écoutez bien, hyper corrompu. Ils ont dit, bon, comme c'est notre allié, hein, c'est secret, on garde le rapport secret. Ça va commencer aujourd'hui. Que veut dire hyper corrompu? Et l'Union européenne, parrain du régime. Ils ont dit non. C'est notre gars, on garde ça d'abord sous le tiroir. Après ça, donc, maintenant, on vous dit, maintenant, on met en public, alors que le président Ouattara est en train de manœuvrer pour maintenir sa succession, on met en public, on livre le pilier de son régime. Monsieur Bakayoko est le pilier du régime Ouattara. Comme il était déjà le pilier de la rébellion qu'on ne voyait pas. Ce n'était pas le Guillaume Soro. Guillaume Soro était seulement le chef, il gérait la rébellion. Mais le gars de confiance. J'allais même dire, la figure totémique du régime du président Ouattara s'appelle Ahmed Bakayoko. Donc, tout ce que le monsieur le Premier ministre par intérim fait en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la gestion des réseaux ésotériques qu'il vient de décliner, la gestion du trafic de drogue, la gestion de tout ce qui est, comment on dit ça, segment de la mafia internationale, partie ivoirienne, comment est-ce possible que les autres membres du parti ne devaient pas être au courant? Comment est-ce possible que tout cela se soit fait sans que le président, le chef de l'État, ne soit au courant? Vous avez dit deuxième partie. En deuxième partie, s'il vous plaît. Mais en attendant, les appels. Bonsoir et bienvenue. Très bien. Je salue comme ça le panel. Je voudrais saluer, M. Biloa ici, Banakanir Tatinga, et évidemment le panel de N'Djamena. Je salue également aussi Yamb. Par rapport à votre thématique, M. Guy Fondop,
Permettez-moi de présenter tout d'abord, parce que ça fait longtemps que j'ai plus rappelé sur la chaîne, bref, que j'ai pas été pris, de présenter d'abord mes condoléances à ce guerrier, à ce grand chef, à ce grand panafricaniste, qui n'était pas un enfant de cœur, je le dis très bien, mais respect à monsieur Nkurunziza, que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Ceci dit, monsieur Guy Fondop, par rapport à votre thématique, Ahmed Bakayoko, trafic de drogue, trafic d'influence. Alors, je veux tout simplement dire que ce qui arrive en Côte d'Ivoire n'est pas une surprise pour nous, les Africains, ceux qui ont une certaine lecture de la chose géopolitique, ce qui se passe dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle, je l'avais déjà dit il n'y a pas longtemps, que M. Donald Trump était celui-là qui peut-être était en train de nuire aux intérêts de ces gangs internationaux qui veulent briguer, braquer toutes les ressources humaines et même naturelles de par le monde. Mais certains ont cru que ce n'était pas vrai. Mais après quelques temps, je pense que nous avons raison sur les positions que nous avions prises il y a quelques temps. Alors, je voudrais parler comme ça peut-être aussi de la mort de cet Afro-Américain où beaucoup parlent des démocrates et tout ceci. Mais je dis non. Tout ce qui se passe là, c'est un gang international qui n'ont plus besoin des services de M. Ouattara aujourd'hui, qui sont en train de tout faire pour nuire à son gouvernement. Mais ne nous trompons pas d'une chose. Et quelqu'un l'avait dit sur cette chaîne Afrique Média, la chaîne panafricaine, comme quoi que quand vous suivez des chaînes occidentales, les chaînes de télévision, les médias occidentaux en général, tirer sur un gouvernement, il faut savoir que c'est ce gouvernement qui travaille bien pour le peuple. C'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un sur cette chaîne, et je crois aussi un grand président, peut-être qu'il n'est plus de ce monde, qui le disait à son temps. Alors, je me pose bien la question de savoir, lorsqu'on ne parle pas de certains dirigeants en Afrique sur ces chaînes, et qui sont là depuis longtemps, je me pose la question de savoir pour qui roule-t-il. Alors, je ne veux pas être lent, je veux juste ressortir en disant tout ceci, en posant une problématique, en posant une question à tous les panels, qui tous, aujourd'hui, ont des arguments qui convergent. Et vraiment, je le dis, tout en arrêtant mon cœur, en disant tout simplement que ils sont très homogènes dans leur façon de parler quand il s'agit d'un autre pays, quand il s'agit d'une autre région, en dehors de la région de notre pays, le Cameroun. Car nous savons tous que nous sommes dans un pays où nous voyons un nouveau porte-parole. Ne parlons pas de ça. Nous sommes dans un pays où un journaliste disparaît après avoir été arrêté en mai 2019, assassiné en août 2019, et 300 jours après, c'est une chaîne consoeur qui annonce son décès. On ne parle pas de ça. Nous sommes dans un pays où nous avons un porte-parole aujourd'hui, qui est l'ambassade de France, l'ambassadeur de France. On ne parle pas. Alors, s'il vous plaît, chers panélistes, parlez-nous du Cameroun. Ça fait 3 semaines, 1 mois qu'on nous parle de la Côte d'Ivoire. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Nous sommes dans un pays où nous voyons des militaires aller braquer dans un autre pays, mais vous ne parlez pas de ça. Nous sommes dans un pays où on manque de l'eau. Voici le Covid-19. Vous ne parlez pas. Les Camerounais manquent de l'eau à boire. Nous sommes dans un pays où des sociétés françaises brassent des... Merci à vous, Jean-Claude. Vous vous répétez, c'est pour cela qu'on est obligé de poursuivre sur le plateau. Mais rassurez-vous, l'on a très bien compris. Vous souhaitez qu'on parle un peu plus du Cameroun. Vous vous souvenez que nous avons organisé une très très longue série d'émissions il y a de cela à peu près un peu plus de 3 semaines maintenant sur le Cameroun, où nous avons d'ailleurs mis sur le plateau le cas Maurice Kamto et les accusations et les soupçons notamment de tentative d'assassinat qui étaient relayés ci et là contre lui. On a fait intervenir de nombreux invités en multiplex, vous vous souvenez, pour aller jusqu'au fond de ce cas-là et le cas du journaliste Ouazizi dans une édition matinale. Moi-même personnellement sur le plateau avec Patrice Sapak, nous avons marqué un arrêt
pour nous pencher sur le cas de Samuel Ouazizi, en attendant bien sûr qu'il y ait davantage d'informations autour de sa disparition notamment. On parle de plus en plus d'une commission d'enquête mise sur pied qui aurait été demandée par le chef de l'État. Vous savez très bien que si ce rapport tombe, Afrimédia en fera large écho, comme nous l'avons d'ailleurs fait avec le rapport d'enquête qui était tombé, toujours demandé par le chef d'État camerounais sur le drame de Gbagbo. Rassurez-vous, le Cameroun ne nous échappe pas. L'actualité aussi nous intéresse, et l'actualité cette semaine a été la Côte d'Ivoire avec le cas Ahmed Bakayoko que nous avons présenté tout au long, et aussi la disparition de Pierre Nkurunziza, et une disparition également qui nous a intéressés dans le cadre de cette autre édition du débat panafricain. Allez, retour sur le plateau maintenant, et en commençant on va rapidement prendre à Yaoundé Jacques-Edmond Eyoum qui va également nous dire son mot de fin. Alors, Yam Timba dans sa conclusion présente clairement qu'il ne faut pas, qu'il s'agit, qu'il y a une dimension géopolitique sous-régionale qu'il faut également dont il faut tenir compte, avec le Nigeria qui supporte mal une certaine sous-traitance d'Alassane Ouattara, avec notamment l'écho d'une domination française qui frappe aux portes et qui pourrait tout faire justement pour mettre à mal le régime Alassane Ouattara aux portes de cette élection présidentielle qui arrive dans le pays. Alors, est-ce que vous arrivez à cette même conclusion qui pourrait également nous faire croire que ce n'est pas encore terminé en fait? Réalité que aujourd'hui, cela va de soi au sujet de la conclusion du Dr Yam Timba après la tournée africaine du président français Emmanuel Macron, qui est allé au Ghana et puis s'est retrouvé également au Nigeria, au cours de laquelle il a d'ailleurs fait une annonce au travers de laquelle il aurait souhaité que le Cameroun intègre plutôt un peu la grande zone des pays de l'Afrique de l'Ouest, au vu peut-être de sa situation géographique, mais surtout de son potentiel économique. Non, il faut se le dire aujourd'hui, les enjeux sont suffisamment énormes et ils sont géopolitiques, aussi bien sur le plan sous-régional que planétaire, continental, et puis même de la globalisation. On vous l'a dit, on vous l'a rappelé, partout où il y a des guerres, il faut voir derrière un besoin de financement, et cela, on se sert de ce genre de réseau comme la drogue. En Afghanistan, par exemple, on a assisté à qui était l'un des pays, le premier exportateur de l'opium, avec plus de 6 000 tonnes qu'il exportait chaque année. On se rend compte effectivement qu'il faut utiliser ce type de moyens pour pouvoir déstabiliser les sous-régions. Moi, je voudrais revenir sur un aspect par rapport à l'intervention du Dr Yam Timba, et qui est très importante. Je pense qu'il nous faut effectivement que les Africains s'arment davantage sur le plan intellectuel, parce que c'est cette passion à laquelle nous allons ajouter notre africanité qui va permettre au continent africain de se libérer, de se dépêtrer effectivement de ce joug colonial qui perdure et qui continue sous d'autres formes. Aujourd'hui, on voudrait transformer ça en mettant une forme comme l'éco, transformant ainsi le franc CFA, en y apportant quelques artefacts, mais en réalité, il ne s'agit de rien d'autre que de la même monnaie qui va revenir sous une autre forme. Je voudrais, pour dire mon mot de fin au sujet de ce débat sur le trafic de drogue en Afrique, qu'il ne faudrait pas que nous nous étonnions que pendant les 5 dernières années, il y a eu comme une flambée de la drogue dans les milieux scolaires, dans les milieux sociaux, un peu partout dans pratiquement tous les pays de l'Afrique. Et l'Afrique centrale a particulièrement été touchée par cela. Dans toutes les écoles, on retrouvait des enfants avec des types de produits qui sont censés être administrés, soit au travers des pharmacies ou dans les hôpitaux, comme le tramadol et tout, mais qui se sont retrouvés un peu partout. Maintenant, je voudrais attirer votre attention aussi pour un plateau aussi relevé que celui que nous avons eu en première partie aujourd'hui. Je voudrais attirer l'attention aussi bien des présentateurs que de la rédaction d'Afrique Média ou alors de mes co-panélistes, tous les aînés qui m'ont précédé ici, sur le fait qu'aujourd'hui, il faudrait que nous fassions attention, que nous ne focalisions pas nos efforts sur des sujets qui certes sont pertinents, sont importants, en oubliant d'autres qui sont tout autour. Il y a une nouvelle qui est annoncée aujourd'hui d'un accord pour la production de près d'1 milliard de doses de vaccins pour cette maladie, le Covid ou la Covid-19, et pour lesquelles cela serait déjà exclusivement réservé aux pays européens. Et donc, il faudrait pas que nous oublions que Afrique Média, dans son rôle, a pour objectif de libérer totalement l'Afrique. Et
Et je vais profiter de cette annonce pour revenir sur le fait que M. Fondop, je vous ai entendu tout à l'heure essayer de répondre à un téléspectateur, Jean-Claude, qui appelle très souvent, en essayant de justifier la ligne éditoriale ou alors l'ensemble des actions que Afrique Média mène aujourd'hui. Mais je voudrais vous dire que vous n'avez pas besoin de vous excuser. Dans chaque organe médiatique, il y a ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Et je pense que la ligne éditoriale d'Afrique Média, c'est l'Afrique. C'est la libération de l'Afrique. Chaque fois que l'Afrique est mise en cause, chaque fois qu'il est besoin pour nous de parler de l'Afrique, il faut que nous venions sur le plateau, sur les antennes d'Afrique Média pour pouvoir parler de l'Afrique. Donc, on est longuement revenu sur un certain nombre de thèmes et je pense même que nous n'en sommes pas à notre dernière édition sur ce sujet. Ahmed Bakayoko, Côte d'Ivoire, trafic de drogue. Je pense que la semaine prochaine, nous pourrions encore, en fonction des révélations qui seront encore faites, nous allons revenir allègrement sur ce sujet jusqu'à ce que nous puissions aider à démanteler et à démonter et à saccager complètement tous les artefacts et tous les plans des adversaires de l'Afrique qui ont pour objectif de garder, de maintenir notre peuple sous l'avilissement des autres. Donc, je pense que vous n'avez pas besoin de vous justifier outre mesure par rapport à ce type de thème. Donc, je vais terminer par là simplement en disant que nous attendons impatiemment les nouvelles révélations, mais au sortir de tout ceci, il y a une chose qui va demeurer, c'est que quelle est l'image que le système Ouattara gardera avec cette affaire qui met sur les devants de la scène, qui met sous les feux de la rampe M. Ahmed Bakayoko, qui est un haut commis de l'État ivoirien aujourd'hui. Parce que même si ils réussissent par leurs méthodes et leurs réseaux internationaux à s'en sortir en cas de procès ou alors par rapport aux enquêtes, il n'en demeure pas moins que c'est une opportunité pour le peuple ivoirien, pour le peuple africain en général, ivoirien en particulier, d'ouvrir les yeux pour savoir qu'à l'orée de cette élection qui se prépare, qui est-ce que nous voulons pour diriger notre continent. Et au vu de ce qui s'était passé dans cette Côte d'Ivoire, cette grande Côte d'Ivoire, qui était le bon ou qui était le méchant, ou alors qui a eu raison, ou sur qui est-ce qu'on a menti. Aujourd'hui, le peuple ivoirien a la possibilité de choisir. Et c'est l'occasion, au travers de ce genre de révélation, de comprendre effectivement par qui nous sommes dirigés. Et donc, l'image de ce monsieur Ahmed Bakayoko, il ne s'en sortira pas avec une image améliorée. Ce sera tout le contraire. Merci à vous, Jacques Edmond Eyoum. Et pour revenir également à ce que disait Jean-Claude, Afrique Média identifie toutes les lignes où se mène le combat justement pour la libération d'Afrique. À chaque fois, on organise le débat. Même sur les débats concernant le Cameroun, là, notre dimension panafricaniste est toujours mise en avant. Et voilà, Afrique Média également, c'est cette grande maison-là qui permet à tous ces fils de se retrouver, même pour ceux qui, à un moment donné, peuvent être présentés comme étant pas encore engagés dans une véritable libération de l'Afrique. C'est en parlant qu'on finit par construire, bâtir cette harmonie autour de la cause commune. C'est aussi ça. Et pour sortir, avant de donner la parole au président Bandakani, Bertrand Tatinda, je vous permets également de nous dire à quoi est-ce qu'on doit s'attendre au courant de la semaine dans ce sujet-là. Parce que tout à l'heure, on a suivi cette dimension nigériane qu'il y a dans le dossier qui ne devrait normalement pas retomber avant la présidentielle, parce que la personne visée ici serait Alassane Ouattara lui-même. Disons, M. Fondop, que on doit s'attendre véritablement à ce qu'il y ait beaucoup de remous au sein de la classe politique en Côte d'Ivoire, et même dans ce que le président Bandakani a appelé la communauté internationale. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pratiquement envie de dire aux Ivoiriens qu'il faudrait qu'ils prient beaucoup. Ça va être extrêmement difficile. Parce que des acteurs, le conseil d'administration, comme l'a dit M. Timba, n'acceptera pas que ses intérêts, en quelque sorte, soient mis de côté. Ça veut dire que quand les patriotes de Côte d'Ivoire, et nous leur disons, il faut qu'on leur fasse comprendre que quand on fait en quelque sorte des émissions comme ça, c'est pour dire que pour une nouvelle renaissance de la Côte d'Ivoire, c'est eux qui doivent d'abord s'engager. Jamais nous allons appeler ici à prendre les armes. Il faut qu'ils aillent s'enrôler, qu'ils disent qu'il faut sauver notre pays. C'est un problème de salut national. Regardez où en est notre Côte d'Ivoire, devenu un narco-État, parce que des gens vont être sponsorisés par qui? Par M. Sarkozy lui-même qui va faire les poches de M. Kadhafi. Je vous rappelle que M. Diak Katedine le dit. J'ai fait 3 voyages. J'ai remis des mallettes à quelqu'un qui était ministre de l'Intérieur, qui avait comme directeur de cabinet M. Claude Guéant. Lui-même va se faire acheter un appartement
Monsieur Guéant, comment vous avez financé l'appartement? Je vendais des tableaux. Quel tableau vous vendez? Il va montrer les tableaux. On va faire l'expertise de ces tableaux. Aucun tableau ne valait plus de 200 €. Il y aura un autre, Alexandre Djouri. La Grande-Bretagne vient de le livrer à Paris. Intermédiaire, voilà son travail. Personne ne sait ce qu'il est. Algérien, français, algéro-français, libanais, personne ne sait. Il est intermédiaire. Et il va gagner beaucoup d'argent. C'était l'homme de main de Nicolas Sarkozy. Regardez les gens qui ont entouré M. Nicolas Sarkozy. M. Claude Guéant, mis en examen, détournement de deniers publics, recel de détournement de deniers publics, secrétaire général de l'Élysée, ministre de l'Intérieur. Regardez la ressource humaine en France. Des ordures. À côté de ça, vous avez M. Brice Hortefeux. Oh, M. Takedine, c'est un hideux personnage. Sauf qu'on va faire fuiter les images de Brice Hortefeux sur le yacht de M. Takedine, embrassant M. Takedine, acceptant les cadeaux de M. Takedine. Vous avez un autre, M. Eric Burtz. Donc, tous ceux qui est autour de M. Nicolas Sarkozy, lui-même, M. Nicolas Sarkozy, il a fait 5 ans de pouvoir. 6 histoires collées aux fesses. Je vous donne une. Vous savez ce qu'il va faire? Il va demander à son avocat, M. Guy Herzog, de rencontrer un haut magistrat français, de lui donner des informations confidentielles de l'instruction sur ce qu'on va appeler l'affaire Bettencourt. Une affaire dans laquelle M. Sarkozy va être mis en examen pour abus de faiblesse. Et comme quoi, il va faire pression auprès de ce qu'on va appeler le Conseil supérieur de la magistrature pour que ce magistrat, M. Azibert, ait un poste prestigieux à Monaco. Même en Érythrée, ça ne se passe pas comme ça. Regardez l'état de la France. On parle de l'indépendance des juges, l'indépendance de la magistrature. Regardez ce que quelqu'un qui a incarné l'État, qui a géré l'État, qui a garanti la loi. Regardez le comportement. Et pour discuter avec son avocat, il ira prendre une ligne prépayée. Et il va se proclamer Monsieur Paul Bismuth. Il va aller en instance, en cour d'appel, en cassation. Les magistrats lui diront, tu vas passer en tribunal. Vous voyez la France? Des mafieux, des ordures, des minables. C'est eux qui ont installé aussi. J'ai posé une question un jour sur ce plateau. Le fils d'un diable est vertueux? C'est un diablotin, plus dangereux que le diable. Et quand quelqu'un appelle, il nous ramène dans le pôle Biamos Go. Ben, il est hors sujet. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet aujourd'hui. Eh bien, on va parler des problèmes politiques au Cameroun. D'une histoire de gré à gré, ils n'ont même pas le courage de dire que apprêtez-vous Camerounais. Qui doit s'apprêter pour lutter contre qui? Ils n'ont même pas le courage de dire de ce qu'ils entendent par gré à gré. Ce n'était pas le sujet. Donc voilà donc M. Fondop, ce qu'il revenant rapidement sur la Côte d'Ivoire. Mais il va falloir démanteler ça, M. Guy Fondop. Comment vous faites pour démanteler les intérêts des Illuminati? Les fusions-acquisitions en Côte d'Ivoire. Vous n'intégrez pas un conseil d'administration en Côte d'Ivoire si vous n'êtes pas un Illuminati. Vous ne vous retrouvez pas, comment je veux dire, que dans une spéculation immobilière. C'est eux la spéculation immobilière. C'est eux la construction immobilière. C'est eux les fusions et acquisitions. Je vais même plus loin. C'est eux la gestion des 50 000 microbes. Vous dites comment se redistribue l'agro. En Côte d'Ivoire, vous avez 50 000 enfants. Où sont les parents? Personne n'en sait. Ils tuent, pillent, violent, arrachent, agressent. Pourquoi la police de Côte d'Ivoire n'a jamais lancé une véritable opération, c'est-à-dire coup de poing? Ce sont des enfants qu'on va aller chercher en Sierra Leone. On va aller les chercher au Libéria. On va financer leur participation à la guerre. Après, on va les jeter dans la nature. Ils ont un patron. Chaque fois qu'on en attrape un, il appelle. Ils ont un patron. D'autres sont des partenaires sexuels. C'est pas aujourd'hui que l'homosexualité, les gens essayent de l'institutionnaliser en Côte d'Ivoire. Vous imaginez donc quand les patriotes vont arriver au pouvoir en Côte d'Ivoire, il faudra se bâtir deux choses. Une véritable conscience nationale. Deuxième des choses, il faudra venir voir le patriarche à Yaoundé pour se bâtir une institution militaire. Pourquoi? Parce que les cartels peuvent vous dire qu'on n'accepte pas cette histoire. Ils partent au Libéria. 150 kg de cocaïne dure, c'est 250 millions d'euros de valeur marchande. Ils prennent 250 millions d'euros de valeur marchande. Ils n'attaquent pas votre pouvoir.
il ne vous attaque pas, il n'attaque pas votre pouvoir, et dit que nous on veut une Côte d'Ivoire qui pue la cocaïne. On ne veut pas une Côte d'Ivoire qui se développe. Donc si les enfants de Côte d'Ivoire ne veulent pas sauver cet État qu'est la Côte d'Ivoire, c'est pas nous, monsieur Guy Fondop. On fait des missions comme on fait un monsieur appelle et dit parler du Cameroun. Mais ce dont on parle là, ça ne peut pas attaquer les côtes camerounaises. C'est en défendant la Côte d'Ivoire qu'on défend aussi d'abord le Cameroun. Et c'est pour ça que je chute en disant que nous avons appris qu'il y a instruction donnée pour véritablement donner la gestion du terminal polyvalent du port de Kribi. En mettant de côté KPMO. KPMO a géré pendant 2 ans des intérêts au port de Kribi, de façon, comment je vais dire, intérimaire. Mais quand vous laissez donc les Philippins, vous voulez donner le port entièrement, ce terminal polyvalent aux Philippines. Philippines, non seulement c'est un dragon, mais c'est aussi un paradis fiscal. C'est quoi un paradis fiscal? Une chambre noire où on recycle de l'argent noir. C'est ça un paradis fiscal. Donc à partir du moment où vous les laissez, qui sera sur le terminal polyvalent, qui a une capacité de stockage de marchandises non containerisées de 2 millions de tonnes? Qui sera là? Il n'y a qu'un Camerounais pour dire que le légume, si ce n'est pas le ndolé. Il n'y a qu'un Camerounais pour dire que la poudre, si, ce n'est pas la farine. Mais quand vous le laissez, donc voilà donc des décisions qui doivent prendre, on reviendra dessus, ce n'est pas le sujet, mais c'est une analyse d'ensemble, monsieur Fondop, pour dire que la gestion des côtes, la gestion des ports, la gestion des terminaux, et surtout, la Côte d'Ivoire devra se bâtir un outil militaire, parce que même les unités d'élite qui vont déraciner cette histoire de la drogue, ils sont formés d'une certaine façon. Vous ne pouvez pas affronter les narcotrafiquants. Vous ne pouvez pas affronter les cartels. Et de nombreux rapports en Colombie, ils vont tuer 20 000 officiers, militaires et policiers. 20 000. Pablo Escobar à lui seul. 20 000. Et de nombreux rapports internationaux font également état de ce que les djihadistes du Sahel sont également des transporteurs de cette cocaïne. Et vous êtes au courant, monsieur Guy Fondop, vous êtes un excellent journaliste, d'une attaque qui a eu lieu avec une dizaine de militaires ivoiriens tués. Ils n'ont pas d'outils de défense. La Côte d'Ivoire n'a pas d'armée. Je vous ai parlé ici d'un colonel-major qui assumait son trafic de voitures. Et dans ce trafic de voitures, très certainement de la coque. Voilà des officiers militaires en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que des coupeurs de route qu'on a recyclés en fait à la tête d'unités militaires. Donc, vous voyez donc que, prions pour ce pays, rien n'est désespéré. Il faudra véritablement avoir une véritable conscience nationale pour sauver la Côte d'Ivoire, notre Côte d'Ivoire. Nous serons à leur côté pour faire de l'analyse et pousser les patriotes véritablement à faire redémarrer ce grand pays qu'est la Côte d'Ivoire. Merci à vous. Président Badakani, on va sortir avec vous. Et donc définitivement, l'affaire n'est pas encore terminée en parlant de cette attaque par la drogue. La drogue... De la classe politique ivoirienne. Tout à l'heure, le patriarche Bilo ici a rappelé à certains qui ne lisent pas beaucoup. Et ils découvrent le soleil, alors que le soleil existe, ça fait très très longtemps, parce qu'ils ne lisent pas. La désorganisation des économies par la drogue est une vieille méthode de l'impérialisme. Je dis que ça a commencé depuis les années 50, et même avant. J'ai cité les pays ici, pour dire que ce n'est pas nouveau, on a seulement actualisé ça en Côte d'Ivoire. C'est une vieille méthode. On appelle ça la désorganisation des économies par la drogue. On peut désorganiser les pays par l'endettement. On peut désorganiser les pays par le financement d'infrastructures qui apparemment vous développent, mais ça vous soumet à une dette terrible et vous laisse avec des infrastructures dont vous êtes capable d'assurer la maintenance. Et le pays tombe. Donc si les gens ne comprennent pas ça, c'est leur problème. Vous voulez qu'on fasse comment? Donc c'est nous qui démontrons ici depuis l'autre jour sur le plateau que l'affaire là, c'est pas une affaire ivoirienne. Nous disons que c'est pas. Nous disons que le Premier ministre par intérim n'est qu'un directeur des opérations. Yam l'a dit tout à l'heure, docteur Yam l'a dit, nous l'avons dit. Donc il faut que quand les gens appellent, il faut entendre ce qu'on dit avant d'appeler. Il ne faut pas régler les comptes sur des plateaux. Donc quand on dit ça, monsieur Guy, nous avons démontré durant toute l'émission que c'est une affaire à suivre. Ça fait que commencer. C'est une grosse affaire, ça ne fait que commencer. Et les enjeux sont très gros parce que on vous a dit que l'élection présidentielle aux États-Unis, suivez ça très bien. C'est une affaire qui ne concerne pas seulement l'Afrique même centrale, ni l'Afrique de l'Ouest là. C'est tous les pays, l'Espagne, la France, tous ces pays-là sont dans le trafic de drogue. Sont dedans. Donc c'est clair. Quand j'ai dit ça, monsieur Fondop, laissez-moi répondre avec les arguments. Oui, à mon ami Jean-Claude. Parce que il faut régler les insinuations bizarres que les gens font. D'abord, c'est quand même culotté de donner les leçons à Afrique Média. Que des gens comme mon ami Jean-Claude donnent les leçons à Afrique Média. Les gens que vous soutenez là, que vous portez, ont travaillé pour qu'on ferme cette chaîne. On va plutôt parler de suggestion. Non. Moi, je ne suis pas sur un plateau. Nous avons commencé cette bataille ici. J'ai dit, je rappelle.
que notre ami ne donne pas de leçons, parce que les gens qu'il soutient ont travaillé à fermer cette chaîne. Et vous êtes une très grande chaîne. Vous êtes la seule chaîne du monde qui ouvre la porte à ceux qui ont voulu qu'on vous ferme. C'est la grandeur d'Afrique Média et nous on salue ça. Mais quand vous ne donnez pas de leçons à Mondovision, quand nous sommes assis. Deuxièmement, alors on nous dit, mon ami Jean-Claude veut insinuer que bon, nous avons dit, Afedi vous l'a dit, Bandakani qui le dit, il dit il y a un panéliste sur le plateau. C'est moi, il parle de moi. Quand les Occidentaux attaquent un pays africain, il ne faut pas réfléchir, il faut le soutenir. Autrement dit, soutenir donc M. Ouattara. Ce n'est pas la même chose. Qui attaque le président Ouattara? Qui l'attaque? Quel média occidental Mayaga a un jour parlé en mal du président Ouattara et de son régime? Aucun. Il est l'enfant chéri de la communauté internationale. Et l'enfant chéri, ce qui se passe là, ce n'est pas une affaire que vous voulez mettre sur le même égalité en disant que non, maintenant il faut qu'on soutienne M. Ouattara. Voilà, ces médias n'en parlent même pas. Est-ce que RFI, France 24, tous ces médias-là parlent de ça? Mon cher Jean-Claude, tu parles de quoi? Donc, il ne faut pas faire la diversion, ne nous trompe pas. On a déjà même beaucoup fait depuis quand nous on dit que ce n'est pas une affaire ivoirienne. On a même beaucoup, il y a trop fait. Faire ça. Donc, il ne faut pas ce genre d'insinuation. Alors, il y a les journalistes au Cameroun qui continuent de dire rien. Mais mon cher Jean-Claude, le colonel William Béchel, c'était un journaliste. C'est lui qui a tué Roland Félix Moumié. C'était un colonel. Il était déguisé en journaliste. On l'a attrapé. On sait que c'est lui qui a tué. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de procès. Avant de convoquer les affaires sur la table, assurez-vous que ceux dont vous parlez sont des journalistes. Ils ne font que ça. Il y a plusieurs cas. Moi, Balakani, je suis allé en prison pour la défense des journalistes. Il n'y a aucun média au Cameroun qui n'a pas reçu mon soutien pour émerger. Je parle à Mondovision. Mais je sais aussi comment des gens se déguisent en journalistes pour faire des choses qui n'ont rien à voir avec leur métier. Assurez-vous de cela avant de dire. Vous dites qu'il n'y a pas l'eau à boire au Cameroun. Ce n'est pas nouveau, vous dites bien aux gens. Mais quelle entreprise gère de l'eau? Ce sont les multinationales étrangères, donc françaises, qui gagnent les marchés de l'eau. Soit avec des prête-noms de certains pays africains, mais on sait qui est derrière. Mais pourquoi cette entreprise est incapable de fournir l'eau aux populations alors qu'elles ont des contrats de concession? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi? C'est la corruption. Elles organisent les réseaux de corruption, mon cher ami. Vous ne parlez jamais de ces entreprises. Vous parlez plutôt des sous-fifres locaux. Vous ne parlez jamais de ces multinationales. Vous vous taisez. Vous ne parlez jamais de ces choses-là. Comme vous n'avez rien dit sur le port pendant très longtemps, vous dénoncez la corruption, vous ne parlez pas de Bolloré, des gens qui détiennent les manettes réellement. Or, quel est ce discours anti-corruption qui protège le parrain de la corruption et parle seulement, n'est-ce pas, des sous-fifres en bas, qui n'ont pas le choix, monsieur? La bonne gouvernance a émergé en Afrique lorsque la manière de gouverner n'a arrangé pour les intérêts occidentaux. C'est tout. Pendant longtemps, la bonne gouvernance était le paradigme qui avait été imposé dans les pays néocolonisés pour gérer ces pays-là. Tout le monde le sait. Donc, vous parlez de quoi? Vous ne parlez jamais de ces choses-là. Moi, je prends un exemple. Prenons le deuxième pont sur le Vori. Il y a eu combien d'avenants? Docteur Yam le sait très bien. Combien d'avenants y a-t-il eu? Et c'était géré par qui? L'Agence française de développement. Vous parlez de quoi? Alors, l'avenant, c'est quoi, monsieur? C'est un autre nom de corruption. Alors, un pont qui aurait coûté aux Chinois, parlons comme ça, 2 milliards, à cause, quand on a donné ça à l'Agence française de développement, c'est devenu un pont qui coûtait pratiquement 15, 20, 25 milliards. Pourquoi tu n'attaques pas ça? Réalisé même finalement par les Chinois. Oui. En plus, réalisé par les Chinois. Et pourquoi ça a été imposé comme ça que de nous ça? Parce que c'est le fonds, ils appellent ça quoi là? Les CDD qui financent ça. Or, c'est quoi le CDD? C'est que la France récupère l'épargne des Camerounais, un point entre. Vous remboursez une dette que vous allez avoir. Une fausse dette, vous remboursez cela et on vient vous dire que non, c'est d'autres entreprises qui vont réaliser les marchés. Vous ne parlez jamais de ça. Vous parlez de l'eau à boire, mais dites comment on produit l'eau. Et pourquoi il n'y a pas l'eau à boire pour les autres populations? Alors, vous parlez de la Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, je prends l'exemple simple. Moi, j'ai déjà démontré ici la différence qu'il y a entre le régime de Yaoundé et celui d'Abidjan à l'heure actuelle. Vous ne pouvez pas croire là, mais je prends un cas d'école élémentaire. Vous pouvez comparer le président Ouattara au président Houphouët-Boigny. Vous pouvez oser faire ça. Houphouët-Boigny était un enfant de la France. C'est un patriote qui, après, a changé, être récupéré par la France. Tout le monde le sait ici. Il était le ministre des Affaires étrangères de la France dans l'Afrique. Mais même dans ça, vous pouvez comparer le président Houphouët à Ouattara. Le président Houphouët n'est pas arrivé à ce niveau, mon cher ami. Jamais. Jamais. Il n'est jamais arrivé à ce niveau. Vous ne pouvez pas comparer les deux. Donc, pour vous dire quoi? Si vous nous dites que le président Biya du Cameroun a déjà vendu tout le Cameroun, bon, alors vous allez vendre quoi? Puisque votre prise de pouvoir, votre stratégie de prise de pouvoir, votre chef c'est clair. C'est-à-dire, avant d'arriver au pouvoir, il a tout vendu. Si le président Biya a alors tout vendu, vous vendez quoi?
Autrement dit, je termine, Guy Fondop. Autrement dit, il n'a rien vendu. Sinon, vous n'aurez rien à vendre du tout. Rien à vendre du tout. Vous ne parlez jamais des crimes de l'impérialisme en Afrique. Vous ne parlez pas du franc CFA. Vous ne parlez pas de la CPI. Vous ne parlez pas de l'équité des termes et de l'échange. Vous ne parlez pas du droit international. Vous ne parlez pas des relations iniques qui structurent l'ONU. On vous a imposé ça ici par le combat des vrais panafricanistes. Vous allez commencer à parler ça du bout des lèvres, mais vous ne parlez jamais de ça, puisque vous comptez sur ça pour arriver au pouvoir. Nous, on parle de cette chose-là tous les jours. Vous ne parlez jamais des problèmes des travailleurs. Nous, on s'est levé ici, par exemple, pour les dockers, pour les benséquineurs, pour les syndicats. Vous ne parlez jamais de ces choses. Or, vous savez très bien que la lutte contre la vraie pauvreté demande d'augmenter le pouvoir des syndicats et de projeter les travailleurs. Vous ne parlez jamais de ça. Vous ne lancez jamais le FMI. Donc, chacun choisit ses causes. Vous savez pourquoi vous vous accrochez à des causes qui décrivent les effets et vous taisez la cause. Ça vous regarde. Vous avez parlé du Covid. Vous voulez qu'on parle du Covid? Sur le Covid, ce qui vous intéresse, c'est les gestes barrières. Vous ne parlez jamais des vraies vérités sur le Covid. Nous sommes les seuls, les vrais panafricanistes, à avoir mis sur la table les vrais débats sur le Covid. Aujourd'hui, toutes les enquêtes internationales sont en train de converger dans ce sens. Le vrai Covid met en cause vos parrains Illuminati, sur lesquels vous comptez pour arriver au pouvoir au Cameroun. Vous ne parlez pas de ça, vous distrayez les gens. J'ai terminé, j'ai terminé. S'il vous plaît. Non, je réponds avec les arguments. Il faut qu'on donne les arguments. Alors, vous avez suffisamment répondu. Alors, je termine avec ce que a dit mon ami. Je termine. Je finis. Alors, il a convoqué ici, quand vous parlez de la garantie française, la garantie française vient de quoi? En fait, c'est un titre que la France a acquis dans les négociations qui ont prévalu pour construire Bretton Woods, système international. Quand la Deuxième Guerre mondiale finit, la France a pu négocier ça. Pourquoi? En fait, c'est un titre fictif, c'est-à-dire garantie. C'est une garantie, rien, mais j'ai dit que je garantis. Pourquoi? Parce que la France pouvait tuer 22 présidents africains. Parce que la France avait placé au pouvoir des sous-préfets qu'elle contrôlait au corps à corps. Tu ne marches pas, on t'assassine. Et pas seulement les présidents. La société civile était sous contrôle. L'intellectuel était sous contrôle. La France contrôlait tout ça. Donc à partir du moment où elle avait ces leviers-là, elle pouvait dire que je garantis. La preuve, quand on a engagé le combat contre le franc CFA, la France est où? Elle était obligée de jeter le masque. Elle est obligée de jeter, parce que le monde entier voit que non, c'est terminé. Tu peux plus le faire. Tout à l'heure, M. Yang vous a convoqué, vous avez oublié d'insister dessus. La révolution que Trump fait aux États-Unis, c'est quoi? C'est que les Américains récupèrent les banques centrales, la Fed, qui est entre les mains de qui? Des Rockefeller, des Rothschild. C'était une institution privée. Trump récupère ça. Et les conséquences seront terribles si Trump est élu. Si on scelle définitivement la récupération de la fédérale réserve, c'est toute l'architecture financière internationale qui va chambouler. Ça va chambouler. Les Illuminati ne veulent pas de ça. C'est aussi ça aussi l'enjeu ivoirien, cette affaire de drogue. Parce que derrière, il y a la bataille pour la réélection de M. Donald Trump. Il faut que les gens comprennent les vrais débats quand on discute. On ne veut pas la diversion inutile sur les gens. Sauf si vous êtes derrière ce qui détruit le monde et vous comptez sur vous mettre au pouvoir. Merci à vous, Président Bandakani, d'être venu. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci au docteur Yamtimba également d'être passé ce dimanche. Merci à vous, Bertrand Tatinda, d'être venu. Sur la suite des révélations. Et surtout la publication du quatrième article qui va être très attendu au courant de la semaine. Merci à Jacques-Edmond Eyoum, à Yaoundé internationaliste. Merci. Le ministre ivoirien de la Défense, par ailleurs Premier ministre par intérim, Ahmed Bakayoko, vous le savez, est cité depuis plusieurs jours maintenant dans une affaire de trafic de drogue dans son pays et en Afrique de l'Ouest. Pour beaucoup, les tons se resserrent autour de lui. Comment comprendre cette affaire? Quelle est la face cachée de l'iceberg? C'est l'une des interrogations principales de cet après-midi sur la télévision. On en parlera donc bien sûr avec vous tout au long de l'émission, fidèles téléspectateurs, mais aussi et surtout avec notre invité qui est déjà avec nous en plateau. J'ai le plaisir d'accueillir le président Bandakani pour cette édition d'Appel sur le continent. Bonsoir à vous, président Bandakani, bienvenue. Bonsoir, madame Gadikwa. Je ne m'empêcherai pas de marquer mon émotion de vous retrouver sur un plateau de télévision. Ça faisait un bon bout de temps. Entre-temps, beaucoup de bonnes nouvelles vous sont arrivées. En effet. Je m'en réjouis aussi. Donc c'est un immense plaisir pour moi de me retrouver avec vous cet après-midi. Je voudrais saluer la communauté d'Appel sur le continent. C'est une émission à part, c'est une émission particulière, palpitante, qui fait le bonheur des appelants. Donc je salue cette communauté. En général, je salue toute la communauté panafricaniste du monde entier. Je salue les techniciens, vraiment sans qui ce travail ne peut pas être fait.
dans les conditions dans lesquelles je me répète à dessein, nous le faisons. Donc vraiment, les techniciens ont un merci spécial de ma part, n'est-ce pas, depuis le directeur de programme en passant par tous ceux qui gèrent tout le plateau technique. Donc c'est un plaisir pour moi d'être là. Le plaisir est le nôtre, Président Bandakani. Merci à vous d'avoir une fois de plus, mais pas une fois de trop, honoré notre rendez-vous sur la télévision panafricaine. Alors, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Le ministre ivoirien de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui est donc pointé du doigt dans un grand scandale de trafic de drogue. On tentera de comprendre si effectivement il n'y a pas une face cachée de l'iceberg dans cette affaire. On tentera de comprendre aussi pourquoi avoir dévoilé ce scandale ou alors pourquoi avoir dévoilé cette enquête aux Ivoiriens à 4 mois précisément des élections. On en parlera tout au long de l'émission, fidèles téléspectateurs. Mais avant, tout avec vous, Président Bandakani, pour tenter de comprendre le fond de cette affaire également. Vous êtes donc très évidemment au courant de ces graves révélations du site canadien Vice Media sur l'implication supposée d'Ahmed Bakayoko, le ministre ivoirien de la Défense, dans ce puissant réseau de narcotrafiquants dans la sous-région ouest africaine. Alors, ce site-là, Président Bandakani l'a présente le ministre ivoirien de la Défense comme le baron du trafic de drogue en Côte d'Ivoire. Alors, on tentera de comprendre cela tout au long de l'émission, mais d'emblée, Président Bandakani, la question que j'aimerais vous poser, c'est celle de savoir si, a priori, quand on observe cette histoire, est-ce que cela ne laisse pas comprendre quelque part qu'il y a une sorte de guerre entre les héritiers du président Alassane Ouattara? C'est un bon angle d'attaque. C'est un très bon angle d'attaque pour comprendre les méandres cachés de ce qui nous est livré de surface. Ce qui apparaît en surface, on dirait la face visible de l'iceberg. Maintenant, vous ne contrôlez pas l'iceberg si vous ne connaissez pas ce que vaut l'iceberg par-delà sa face visible. Donc il faut aller en profondeur. Absolument. Premièrement, il faut dire que le ministre Bakayoko est présumé innocent jusqu'à ce que la justice puisse la porter plainte. N'est-ce pas? Jusqu'à ce que la justice démontre le contraire. Nous supposons qu'il est présumé innocent. Quand on l'a dit, il a clairement dit qu'il va porter plainte. Voilà, il n'a pas encore porté. Il a dit qu'il va. Oui. Donc, bon. Mais l'information est suffisamment grave. Très grave. Et quand vous voyez le circuit qu'a parcouru l'information, quand vous voyez la procédure d'investigation qui a permis aux journalistes, parce que deux journalistes, à savoir le Belge et le Nigérien, Nicolas Ebekwe et Dan Bowens, n'est-ce pas? Quand vous regardez tout le circuit qui a, parlons comme ça, qui a permis d'aboutir, n'est-ce pas, après les investigations, vous comprenez qu'il faut prendre très au sérieux ce qui est dit. Donc ça va être très compliqué pour monsieur le ministre et le gouvernement ivoirien de s'en sortir comme ça. Parce que le niveau d'information est quand même élevé. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'il faut d'abord évacuer certains lieux communs. Quand on parle d'investigation journalistique, il ne faut pas rêver. Hein. Je vous apprends rien, vous êtes une très grande journaliste, Madame Vanessa. Vous savez très bien que votre capacité d'investigation est liée, dépend de vos sources. Absolument. Donc, sans les sources, l'investigation n'est pas possible. Autrement dit, à un certain niveau, et par rapport à certains types d'informations, en réalité, on donne l'information aux journalistes. On le leur donne. C'est-à-dire, comment on dit ça? On trace un filon et les journalistes s'engouffrent à l'intérieur pour, n'est-ce pas, mettre sur la place publique, n'est-ce pas, des informations de haut niveau. Parce que quand des personnalités sont impliquées à ce niveau-là, ça veut dire que ça, c'est l'information. On appelle ça, dans le jargon, je vous apprends rien, vous, catégorie A, le top A. Parce que là, ça implique, c'est une bombe là. Ah, c'est un. Donc, on a donné des informations, on a facilité le travail des journalistes. Maintenant, qui contrôle l'information journalistique en matière de drogue dans le monde? En haut, d'abord, vous avez la CIA. Donc, le DEA, c'est-à-dire l'agent de drogue, de lutte contre la drogue aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est la CIA qui contrôle ça, les informations en matière de drogue dans le monde. Ça veut dire que la CIA se charge de partager. Ça ne veut pas dire que d'autres pays, d'autres puissances n'ont pas les informations sur la drogue. Elles ont. Mais au regard de la nature du trafic de la drogue, tous les différents circuits mondiaux de l'information en matière de drogue ne dispatchent pas les informations n'importe comment. Vous voyez, les États, ce n'est pas sûr. Tel que les choses se déroulent maintenant au niveau même africain, au niveau international, avec la CPI et
la tournure, n'est-ce pas, que prenne la situation du président Gbagbo et le ministre Blé Goudé, il faut anticiper. Il faut, à défaut, il faut au moins d'abord discipliner le RHDP. C'est-à-dire, si le président Ouattara n'a plus le contrôle sur son appareil, on dit ok, on va t'aider à le faire. Nous, on va discipliner. Si tu as choisi M. Ngon Coulibaly et que c'est lui que nous aussi nous sommes d'accord au regard des garanties que nous donne, il faut que tous ceux qui peuvent nuire à M. Ngon Coulibaly soient écartés. Donc, nous, on va liquider le ministre de l'Intérieur, là, M. le Premier ministre, vice-premier ministre. Il faut le liquider parce que lui, il ne cache pas ses ambitions. Il faut mettre de l'ordre. Donc, comment faire pour l'arrêter? Le trafic de drogue dans lequel il est impliqué. Et sans oublier qu'on commence à ressusciter l'affaire Arafat. L'affaire Arafat est liée à ce trafic de drogue. Le lien est tellement gros qu'on se demande comment on va faire pour que d'une pierre, on ne fasse pas trois coups. C'est-à-dire, non seulement on parle de l'affaire de la drogue, non seulement on règle la question de la succession, non seulement en plus de ça, on remet sur la table l'affaire Arafat pour savoir, mais en fait, de quoi il est mort. De quoi il est mort, oui. De quoi est-ce qu'il est mort? Parce que ce qu'on n'a pas dit là, c'est que ce trafic de drogue utilise comme, comment on dit ça, comme figure de surface, n'est-ce pas, les artistes ivoiriens, dont Didier Arafat. Or, Didier Arafat était le fils du ministre Bakayoko. Vice-premier ministre Bakayoko, jusqu'à ce que, bon, entre les deux, à un moment donné, le courant ne passe pas. Or, on vous dit même dans l'information toujours que le vice-ministre Bakayoko organise les house parties où sont invités les artistes et que ne sont pas invités là-bas qui veulent. Et que, bon, quand tu n'es pas invité, ça veut dire que tu n'es plus en bonne odeur, n'est-ce pas, auprès du vice-dieu. Tu n'es pas en bonne odeur, ça peut te détruire, ça peut t'amener même à t'épandre. Et on dit tout, dans le même article que, à la veille de sa mort, l'artiste Arafat n'était plus en bon temps avec le ministre, il n'a pas été invité, n'est-ce pas, à cette house party, et quelques temps après, dit-on, il a été percuté par, n'est-ce pas, une voiture, et mort s'en est suivi. Alors, donc vous voyez que on peut faire des liens. Ce n'est pas nous qui les ferons, mais d'autres feront les liens. Et on sera là en train de donner un coup, de donner trois coups à travers un coup à M. le ministre. Ça, c'est un. Donc, Mme Vanessa, nous avons là un problème qui met devant nous la hiérarchie dans la mafia. Dans l'article, on ne le dit pas, mais dans l'article, le gars pose une question, parce que c'est un article qui a 5 phases. Hein. Tout à fait. C'est 5 phases dans l'article. Dans la première phase, il termine en disant qui protège la mafia en Afrique. Écoutez bien, parce que le gars, on peut croire que bon, c'est un article à charge contre le vice-premier ministre. C'est pas non. Et le gars, il dit qui protège la mafia en Afrique. Donc, ce n'est pas seulement du vice-premier ministre qu'il s'agit. C'est une mafia de la drogue qui gangrène l'Afrique, mais qui est organisée, qui est protégée. Alors, si des dirigeants, certains dirigeants en Afrique, certains régimes en Afrique sont plongés, sont mouillés dans cette affaire de drogue, mais qui les protège, Mme Vanessa? Et pourquoi sont-elles des informations en compte-gouttes? Justement. Qui organise donc la distribution de l'information? Qui organise? Mais on demande que ce n'est pas caché. Je veux dire que le patron, moi je le dis, je ne le cache pas, le patron de la drogue dans le monde, c'est la CIA. Moi, je parle à mon vision, non? C'est la CIA. Moi, Banakali, je sais de quoi je parle. C'est la CIA qui patronne la drogue dans le monde. La CIA se sert du trafic de drogue pour financer ses activités. On vous a dit que l'affaire de la mafia italienne, la napolitaine, non, ça remonte jusqu'à Colombie. Dans la ville de Medellín. À la ville de Medellín, c'est la ville d'un certain célèbre Pablo Escobar. Et Madame Vanessa, allez lire les confidences de Pablo Escobar et des relations qu'il avait avec la CIA. Vous comprenez, non? Ce ne sont pas des histoires que nous, on n'invente pas. C'est connu. Donc, ça part, n'est-ce pas, de la Colombie. Si on parle de là, vous ne pouvez pas monter plus haut. Ça tourne, en passant par le Brésil, ça tourne. Et ça arrive en Afrique, ça repart. C'est toute l'Afrique de l'Ouest qui est gangrénée par le trafic de drogue. Toute l'Afrique de l'Ouest. Vraiment, la retenue nous amène à ne pas dire cette chose aujourd'hui. Mais je dis que c'est toute l'Afrique de l'Ouest. Cette affaire est une bombe.
Alors, Président c'est une bombe. comme on a évoqué justement au début d'émission la face cachée de l'iceberg et vous avez pointé du doigt les parents du ministre Bakayoko, alors il serait justement hors sujet de pointer du régime ivoirien. Justement, est-ce que les adversaires politiques du ministre Bakayoko ont également quelque chose à voir à cela? Sa famille politique, je veux dire. Oui, les policiers disent à qui profite le crime. Oui. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des conflits évidents dans le camp du président Ouattara en matière de situation. Il y a la guerre, c'est évident. Lorsqu'on a évacué le ministre, le Premier ministre, on a vu le comportement du vice-ministre Bakayoko. Ce n'était pas un comportement très élégant quand vous avez votre collègue du gouvernement qui est malade. Donc, je peux malade seulement là. Donc, c'est évident qu'il y a la guerre de succession. Le ministre Bakayoko, monsieur le vice-premier ministre Bakayoko, a des ambitions présidentielles. Il n'est pas le seul d'ailleurs dans le RHDP. Il n'est pas le seul. Il y a comme ça au moins 3 ou 4. J'oublie certainement certains noms. Il y en a 4. Donc, ils ont des ambitions présidentielles. Et l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, il est parti, mais il a laissé d'autres personnes de personnalité dans le RHDP qui n'acceptent pas la prééminence du Premier ministre Gon Coulibaly imposée comme successeur par M. Ouattara. Donc il y a des contradictions internes puissantes dans le RHDP. Maintenant, ceux qui ont leur parrain, pourquoi je parle de parrain, Madame Vanessa? Parce que ceux qui ont placé le régime Ouattara en place à Abidjan doivent anticiper sur les évolutions géopolitiques, non seulement internes en Côte d'Ivoire, internes en Afrique et internes dans le monde. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'une élection présidentielle arrive aux États-Unis. Et vous n'êtes pas, je peux vous dire que ça ne. Les parrains du régime du président Ouattara ne sont pas sûrs, sont très inquiets. Ils sont très inquiets d'un deuxième mandat de M. Trump. Ils sont très inquiets. Donc il faut anticiper. Et pour mieux anticiper ce quoi, c'est qu'il faut éviter que, n'est-ce pas, le parti qui est le garant de leurs intérêts ne soit pas extrêmement fragilisé à la veille des élections en Côte d'Ivoire. Surtout que, je vous ai dit que la CPI est pratiquement en train de tout perdre, n'est-ce pas, en matière de procès, en ce qui concerne le président Gbagbo et le président Blé Goudé. Or, la situation du président Gbagbo et de Blé Goudé relance les enjeux politiques, relance les mandats politiques en Côte d'Ivoire. Et de façon très sérieuse. Des recompositions politiques sont en train de se faire. Vous comprenez? C'est-à-dire, je vais vous dire, il y en a même dans le camp du RHDP qui se servent même de la nouvelle donne à la CPI pour faire chanter davantage le président Ouattara. Nous disons que tu t'amuses maintenant, nous on va rejoindre l'autre camp. Ah oui, parce que les choses sont en train de tourner. Donc, il faut donc que les parrains disent que non, mettons l'ordre ici. Alors quand on regarde, qui est celui qui peut être le plus dangereux? Monsieur le vice-premier ministre paraît extrêmement dangereux. Il est organisé, il est déterminé dans ses ambitions. Et il se présente comme un homme solide, contrairement à monsieur le premier ministre qui donne l'air d'être quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de la catégorie, qui donne l'air. Hein. Moi, je m'en fous des contradictions du RHDP. Donc, qui donne l'air. Donc, arbitrons. Et comment arbitrer? Comment on l'amène à l'ordre? On commence à sortir, dit que monsieur, on te tient, hein? on balance un peu ça, on sort. Et pendant qu'on sort ça en même temps, on envoie aussi un message au président Ouattara. Vous savez, certains s'interrogent justement sur son silence depuis l'éclatement de l'affaire. Vous voulez qu'ils disent quoi? Vous voulez qu'ils disent, c'est totalement grave. À qui va-t-on faire croire que le président Ouattara n'était pas au courant? Bon, s'il n'est pas au courant, c'est grave. Ça veut dire qu'il ne contrôle pas son gouvernement. Ça veut dire qu'il n'a pas de contrôle sur son gouvernement. Moi, je ne crois pas que le président Ouattara n'était pas au courant. Je ne suis pas en train de dire que le président Ouattara est impliqué dans le trafic de drogue. Deux choses différentes. Vraiment. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais je dis, je ne crois pas qu'il n'était pas au courant. Être au courant d'une information, c'est une chose. Ce qu'on en fait, c'est autre chose. Être d'accord avec les agissements de tes ministres à un certain niveau, ça aussi c'est autre chose. Mais je dis, ça me surprendrait qu'ils ne soient pas au courant. Parce que les parrains, ceux qui gèrent le dossier dans le monde, ne peuvent pas ne pas avoir, d'une manière ou d'une autre, informé, attirer l'attention du président Ouattara sur la situation. Donc moi je pense que, quitte à me tromper, que le président Ouattara était au courant. Donc il est embarrassé parce que Bakayoko n'est pas n'importe qui. C'est son homme de main. Est-ce que si le vice-premier ministre Bakayoko tombe, est-ce qu'en tombant, il n'entraînera pas tout le régime? C'est ça, c'est compliqué. Parce qu'il peut se dire que, bon, ok, quand c'est comme ça, moi, je ne meurs pas seul. Parce que moi, j'ai couvert ce trafic parce qu'il savait qu'en haut, on me protégeait. Si maintenant vous me lâchez, je ne tombe pas seul. Parce que tout ce que j'ai fait, c'était pour le bien de notre régime.
Tout ce que j'ai fait, c'était pour que le pouvoir tienne. Donc, je ne meurs pas seul. C'est compliqué pour le président Ouattara. C'est compliqué. Donc, alors, moi, ça ne me gêne pas parce que nous savions que c'est comme ça. Quand ce combat a commencé ici, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce que nous n'avons pas reçu comme insulte? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de nous? Mais nous savions de quoi nous parlons, Madame Vanessa. Voilà ça. Voilà les ressorts même du régime qui sont là devant nous. Voilà les ressorts du système. Et nous avons toujours dit, une fois de plus, que nous sommes mieux placés pour savoir que certains de nos dirigeants sont les pions d'un système qui les dépasse. D'un système qui tue, qui égorge et qui détruit tout ce qui veut se mettre à côté. Mais pourquoi les gens font comme si le monde commence avec eux? Madame Vanessa, hier, il y a eu ça. Pour faire chanter. Et on peut comprendre aujourd'hui pourquoi à un moment donné, on défendait par tous les moyens le franc CFA. À tout prix. Pourquoi à un moment donné, on allait devant l'Élysée et on prenait des positions pro-franc CFA sans que même on vous ait demandé. Pourquoi? Est-ce que ça n'a pas un lien avec le chantage? Il n'y a pas un lien avec le chantage? Mais maintenant, quand ça sort comme ça là, on vous dit 2 journalistes d'investigation, ils viennent en Côte d'Ivoire, ils collaborent avec la police ivoirienne, ils collaborent avec la police française là-bas, avec les renseignements américains, vous voyez. Mais on va demander ça. Alors, soit le président Ouattara. Et autre chose, il demande à rencontrer le ministre Bakayoko, oui. Ce qui n'est pas fait, et après il balance l'information. Mais je vous dis, c'est-à-dire que, écoutez bien, on vous dit que ces gens-là, 2019 là, ils sont en Côte d'Ivoire. Écoutez bien, ils arrivent, ils collaborent avec la police ivoirienne. Donc, avec l'État ivoirien. Ils collaborent avec les policiers français qui sont là. Et tout ça est parrainé par le point focal, n'est-ce pas, local des services de renseignement américains. Oui. Bon, tout ça, alors, je vais poser une question. Est-ce que le président est au courant? Est-il possible qu'il n'ait pas été au courant que l'objet de ces investigations-là, dans lesquelles tournent, ou bien sont impliqués les renseignements français, les renseignements américains, mon Dieu, et madame la police ivoirienne, n'a-t-on pas remonté au président que voici l'objet des recherches qui sont chez nous là? L'a-t-on remonté? Et si on lui a remonté, pourquoi a-t-il laissé faire? Est-il dépassé? Est-ce que le président Ouattara lui-même et les hommes dépassés, on a entendu lui dire que monsieur, ton terre est passé, on s'est servi de toi, va te reposer avec ta femme, vous êtes déjà trop riche. Allez pas plus loin. Est-ce que, vous voyez, moi je pose seulement la question, hein. Je n'ai pas envie d'aller plus loin, mais je dis, c'est très gros, pourquoi on pense croire que cette affaire, on a décidé de liquider le ministre, le vice-ministre comme ça, non. Il y a eu une enquête régulière à Abidjan. Les services de renseignement ivoiriens sont au courant qu'on était en train d'enquêter sur monsieur le vice-premier ministre. Mais ça n'a pas empêché qu'on le nomme vice-premier ministre. Ça n'a pas empêché qu'il ait une promotion d'ailleurs. Donc, tout ça concourt simplement à dire que chaque fois que les pays africains, les hommes politiques africains, surtout ceux qui veulent changer les choses, moi je ne parle même pas des vieilles générations, ceux-là qui se présentent avec ce qui sont les nouveaux, ils ont des grands projets. Interrogez-vous quelles sont les alliances cachées. Qui les parraine? Qui les parraine? Si vous ne parrainez pas le trafic de drogue international avec la CIA et les services secrets occidentaux, tous confondus, qui est procédé par le chantage. On te tient, on te place là, et tout ce qu'on te dit de faire, tu fais, y compris les choses les plus c'est-à-dire ignobles. Madame Vanessa, l'Afrique ne s'en sortira pas. Mais heureusement, on est dans une nouvelle saison. Ou même, je veux le dire, ou même les puissances comme la CIA, les Américains sont obligés à un moment donné de lâcher certaines choses parce que c'est coincé là. La guerre géopolitique internationale a atteint un niveau aujourd'hui où même les Américains n'ont plus le contrôle du monde, il faut le dire. À ceux qui rêvent tous les Occidentaux. Et même les Chinois, même les Russes, c'est une configuration géopolitique très compliquée. Ça fait donc que les manettes qu'on levait hier comme on voulait, c'est plus vrai. Vous voyez, quand la CIA commence, quand on commence à faire ça, où les services secrets occidentaux s'impliquent, et on commence à lâcher les sous-fifres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même en haut, ça chauffe. Je vous dis que personne ne sait ce qui va se passer dans quelques mois aux États-Unis. Parce que je vous dis, M. Trump là, que les gens ont tendance à insulter, je vous dis, contrairement à ce que les gens croient, M. Trump n'est pas en accord avec ces gens. Au contraire, ils sont en guerre. Vous comprenez? Ils sont en guerre. Et si M. Trump remportait un deuxième mandat, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de choses vont se passer. Les journalistes disent s'être rendus en Côte d'Ivoire et affirment que le port d'Abidjan est un maillon essentiel du réseau de la mafia italienne.
L'implication d'Ahmed Bakayoko dans le trafic de drogue vise certainement la liquidation du régime d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Ici, Jean-Philippe, correspondant international, pour Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.